Bonjour tout le monde, on est à 2.7 aujourd'hui où on va utiliser la dérivée dans différents problèmes. Donc, on va voir différentes situations de la vie, différents concepts où on peut appliquer la dérivée. Donc, en physique, on peut parler de position. Donc, ici, si on parle de position en fonction du temps, lorsqu'on dérive, ça donne la vitesse. On peut aussi, donc c'est ceci là, on peut aussi parler de la vitesse dérivée et on est en accélération. Donc, on peut jouer avec la vitesse et l'accélération. Allons voir. Du haut d'un pont, une pierre est lancée verticalement vers le haut. La position xt en mètres de la pierre au-dessus de la rivière. Donc, on a une rivière, on a un pont. On est au-dessus du pont, on lance la pierre verticalement vers le haut. Okay? Et ensuite, évidemment, elle retombe. Puis le Y, le XT, c'est sa hauteur par rapport à la rivière ici, qui est ma hauteur 0. En fonction du temps, en secondes. Donc ça, c'est des mètres et ça, c'est des secondes. Donc, déterminer la fonction donnant la vitesse de la pierre en fonction du temps. Alors, on va aller chercher notre dérivée qui peut aussi être appelée vitesse en fonction du temps. Alors, je vais dériver 58,8 plus dérivée 19,6 moins la dérivée de 4,9 t au carré. Alors, ceci, là, vous êtes maintenant habitué. Vous pouvez choisir si vous voulez garder x dérivée de t ou la vitesse. Donc, ça devient 0. Ça devient 19,6. Et ici, on multiplie 4,9 par 2, ça fait... Oh, wow! Que c'est ça, ce signe-là! J'ai aucune idée. Là, il fait un petit carré. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Moins 9,8 t. OK? Alors, ça, c'est l'expression qui donne la vitesse en fonction du temps. Calcule la vitesse initiale de la pierre. Donc, lorsqu'on est dans l'initiale, on est dans un temps de 0. So, dans ma formule, je vais chercher la vitesse au temps de 0. Alors, ça va être 19,6 moins 9,8 fois le temps. Alors, la vitesse au temps 0 va être 19,6 mètres par seconde. Ici aussi, on pourrait mettre nos unités. Lorsque je trouve mon équation, je sais que c'est des mètres par seconde. Détermine le temps nécessaire pour que la pierre cesse de monter. Ça fait que si elle cesse de monter, ça veut dire que la vitesse égale 0. OK? Alors, je peux remplacer dans ma formule ma vitesse par 0 et ensuite isoler, monter. Alors, négatif 19,6 divisé par négatif 9,8 égale mon temps et ça donne un temps de 2 secondes. Donc, elle a monté pour 2 secondes avant qu'elle recommence à descendre. Calcule la vitesse de la pierre après 3 secondes. Donc, je retourne dans mon équation. Donc là, vous pouvez voir que c'est assez facile. Il s'agit de faire quelques calculs assez très simples. Négatif 9,8 mètres par seconde. La pierre est en train de retomber vers le pont. Détermine la hauteur maximale de la pierre. OK? Bien, si on sait qu'il a atteint sa hauteur maximale à 2 secondes, si je cherche sa hauteur, je cherche mon x à 2 secondes parce que mon x, c'était ma hauteur par rapport à la rivière. Alors, je vais aller ici dans mon équation de base qui était 58,8 plus 19,6 fois mon temps moins 4,9 fois mon temps au carré. Et voilà. Fait qu'il faut aussi être capable de savoir quelle formule on doit utiliser pour remplacer nos données à l'intérieur. Et quand on calcule ça, ça fait 78,4 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. Détermine la hauteur du pont duquel est projetée la pierre. Bien, ici, je vais chercher ma hauteur au temps 0. OK? Parce qu'au temps 0, comme j'avais fait mon petit dessin, là, la roche est au-dessus du pont. Au temps 0, on la lance. Donc, ça va me donner sa hauteur par rapport à la rivière. Alors, je fais mon calcul dans mon équation de départ qui était la hauteur au temps 0. Et si je calcule ça, ça me fait que la hauteur du pont était 58,8 mètres. Détermine la distance totale parcourue par la pierre du point de lancement
Donc, elle est partie ici, elle a monté jusque-là et ensuite, elle est redescendue. Puis là, il faut faire attention à cette question-ci. C'est pas clair si elle descend jusqu'au pont, mais ça dit ici de son point de lancement jusqu'à la rivière. Donc, on peut comprendre qu'elle va redescendre jusqu'en bas ici. OK? Ça, il faut faire attention, c'est bien écrit dans les mots. Alors, si on y pense, ma hauteur de mon pont était 58,8. La hauteur maximale ici était 78,4. Alors, pour savoir, j'ai d'abord besoin de trouver cette distance-là. Cette distance-là va être trouvée en faisant 78,4 moins 58,8. Et ensuite de ça, je vais additionner ce 78,4-là. Et ça va me donner une distance totale parcourue de 98 mètres. Détermine la vitesse de la pierre au moment où elle touche l'eau. OK? Donc, ici, au moment où elle touche l'eau, on sait que le Y va être 0. Donc, mon X de T va être 0. Alors, dans mon équation de base, je vais remplacer ma hauteur par 0. Alors, j'ai 58,8 plus 19,6 T moins 4,9 T au carré. Et ici, c'est une équation quadratique. Je pense que assez facilement, je vais aller mettre ça dans mon équation quadratique. Donc, pour trouver le temps, ça va être moins B, plus ou moins la racine de B au carré, moins 4AC sur 2A. Donc, ceci, ça devient mon A, ça devient mon B, ça, c'est mon C. Alors, j'aurai négatif 19,6 plus ou moins racine carrée de mon B, 19,6 au carré, moins 4, moins mon A qui est 4,9, moins mon C qui est 58,8. Je ferme ma parenthèse et je divise par 2 fois 58,8. OK? Alors, tu calcules ceci, je te laisse le calculer toi-même. Ça nous donne deux temps possibles, négatif 2 secondes ou un temps de 6 secondes. Dans le cas ici, on va éliminer ce temps-ci. Ça fait que je touche l'eau après 6 secondes. Et la question était la vitesse à ce moment-là. Alors, je vais aller maintenant dans ma formule de la vitesse au temps 6 secondes et c'était 19,6 moins 9,8 T. Alors, c'était 19,6 moins 9,8 fois 6. Alors, la vitesse au moment de toucher l'eau est négatif 39,2 mètres par seconde. Et voilà. Donc, en physique. On peut aussi, comme je vous disais, si on a la formule de la vitesse, en allant chercher la dérivée, on va chercher l'accélération. Donc, l'accélération va être la dérivée de la vitesse ou la double dérivée de la position. OK? Parce que si je fais une dérivée de la position en fonction du temps, ça me fait ma vitesse. Alors, si je fais une double dérivée, ça m'apporte à mon accélération. Voici la vitesse d'une particule dans une direction donnée. Elle varie en fonction du temps, selon l'expression suivante, et la vitesse est en mètres par seconde. Détermine l'accélération moyenne sur 0 à 3. OK? Alors ça, on a vu ça plus tôt. Donc, l'accélération moyenne de 0 à 3, c'est l'accélération. Oups, pas l'accélération, excuse-moi. C'est la vitesse au temps 3 moins la vitesse au temps 0 sur 3 moins 0. OK? Alors, je vais aller dans mon équation. Ça, on avait vu ça au module 1. Fait que je vais aller chercher ma vitesse, 45, plus 10 au temps 3, moins 5 au temps 3 au carré. Ensuite de ça, je vais soustraire ma vitesse à 0, soit 45 plus 10 fois 0, moins 5 fois 0 au carré. Et je vais diviser ça par 3 moins 0. Alors, si tu fais ce calcul-là, ça nous donne une accélération de négatif 5 mètres par seconde au carré. Vous êtes capable de faire ces calculs-là. OK? Bon. Fait que ça, c'est avec notre vieux concept. Maintenant, détermine l'accélération instantanée lorsque le t est 2 secondes. Donc, mon accélération au temps 2 secondes, ça veut dire que c'est ma vitesse dérivée au temps 2 secondes. Alors, je vais aller dériver ma fonction. Donc, maintenant, je pense que vous commencez à comprendre. 45 dérivés
plus la dérivée de 10t moins la dérivée de 5t2. Donc ça s'annule, ça devient 10 et ça devient moins 10t. Alors, si on pense aux unités, ben c'est des mètres par seconde au carré. Alors, si je veux chercher l'accélération instantanée maintenant, au temps 2, je peux remplacer 10 moins 10 fois le temps, qui fait 10 moins 20, qui fait négatif 10 mètres par seconde au carré. OK? Et voilà. Donc ça, c'est comment on peut travailler l'accélération. Maintenant, on peut aussi travailler les dérivées en géométrie. Donc, un ballon de forme sphérique dans l'air et le volume varie en fonction du rayon qui est en centimètres. Détermine la fonction TA donnant le taux de variation instantanée de l'air. Donc, d'abord, l'air en fonction du rayon d'une sphère, on sait que c'est 4 pi R2. Alors, si je veux la variation TA, la variation instantanée en fonction de R, je vais dériver tout ceci. Alors, j'envoie mon 2, ça me fait 8 pi R, qui va me montrer comment mon air varie. Évidemment, si on regarde nos unités, c'est de l'air en fonction de mon rayon. Donc, des centimètres au carré divisé par des centimètres. Il faut toujours penser aux unités. Détermine la fonction TV, donc la dérivée du volume, qui donne le taux de variation instantanée du volume. Alors, on sait que le volume en fonction de R, c'est 4 pi R au cube divisé par 3. Alors, si je veux mon taux de variation instantanée en fonction de R, je vais dériver en avant. Donc, ça va me donner 3 fois 4 divisé par 3. Ça va me donner 4 pi R2. OK? Alors, ça, c'est la variation instantanée du volume. Mes unités, c'est comment le volume varie en fonction du rayon. On le laisse comme ça. On l'avait vu ça au module 1. Maintenant, détermine le TA et le TV pour un rayon de 5. Bien là, il faut juste aller dans mon taux de l'air en fonction d'un rayon de 5. Si tu te rappelles bien, c'était 8 pi R. Alors, le taux instantané avec un rayon de 5, c'est 8 pi fois mon rayon 5. Pour rester le plus précis possible, on va garder notre pi. Ça va nous faire 40 pi centimètres carrés par centimètre. Donc, à chaque fois que j'augmente de 1 cm, mon air augmente de 40 pi. Allons voir maintenant le volume instantané à 5. Ici, si tu te rappelles bien, ta formule, c'était 4 pi R au carré. Alors, on va aller remplacer 4 pi R au carré. Alors, on va garder notre pi là-dedans. Ça fait 25 fois 4, ça fait 100. Oups, 100. On va aller effacer ceci. C'est pas clair. OK. Ça fait 100 pi centimètres cubes par centimètre.